La salle était remplie de certains des esprits les plus brillants du monde académique. Des chercheurs de renom, des professeurs d'universités prestigieuses et des étudiants en mathématiques avancées se sont réunis dans l'auditorium de Harvard. Le professeur Raymond Dubois, un expert en mathématiques appliquées, venait de lancer un défi intellectuel à l'Assemblée, un problème mathématique qui semblait impossible à résoudre. Tous les yeux étaient rivés sur lui, et il expliquait patiemment l'énigme complexe qu'il avait conçue, attendrissant un mélange de scepticisme et d'enthousiasme parmi le public. Mais alors, contre toute attente, une main se leva timidement. Une petite fille, pas plus âgée que 8 ans, se tenait au fond de la salle. Elle n'était pas du tout la personne à laquelle on s'attendait pour relever un tel défi. Les murmures commencèrent à circuler parmi les universitaires. Qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre à ce genre de problème? Ces pensées traversèrent l'esprit de plusieurs membres de l'auditoire, mais la curiosité prit le dessus. À ce moment précis, le professeur Dubois sourit, pensant que la jeune fille allait poser une question naïve, mais il n'aurait jamais imaginé que cette simple interaction allait bouleverser l'ensemble de la conférence. Alors que les discussions reprenaient et que l'atmosphère de la salle devenait plus détendue, la petite fille se leva de son siège. Elle n'avait aucune prétention dans ses gestes, mais une aura étrange semblait l'entourer, celle d'une personne qui savait quelque chose que les autres ignoraient. Elle marcha calmement jusqu'au podium, ses yeux pleins de détermination. Le professeur Dubois la regarda un instant, pensant peut-être qu'il s'agissait d'une erreur, mais elle s'avança sans hésitation. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix claire et assurée, captivant immédiatement l'attention de tous. La surprise se fit sentir dans l'air, alors qu'une enfant aussi jeune osait prendre la parole devant un public d'experts. Les murmures dans la salle se dissipèrent alors qu'elle se tenait devant le professeur, qui attendait sans vraiment comprendre ce qui se passait. Elle porta son regard sur l'énigme projetée à l'écran, ses yeux brillant d'une intelligence que peu de gens au monde possédaient. Ses doigts commencèrent à tapoter le pupitre, un léger sourire sur ses lèvres, comme si la solution était déjà évidente pour elle. « C'est fascinant », pensa le professeur, mais que pourrait-elle bien en comprendre? Et pourtant, il y avait quelque chose dans sa posture qui ne laissait aucun doute. Elle était prête à répondre. Le public était partagé entre la curiosité et l'incrédulité. Jamais auparavant une enfant n'avait eu un tel courage de défier les grandes autorités en matière de mathématiques. C'était un moment étrange, plein d'attentes, où l'on ne savait pas encore si la petite fille allait être une source de confusion ou de révélation. Le professeur Raymond Dubois, reconnu dans le monde entier pour sa rigueur intellectuelle et ses recherches sur les mathématiques avancées, s'avança lentement vers le tableau noir. Il regarda un à un les visages des participants, avec un sourire satisfait. Aujourd'hui, il allait leur poser une question qu'il avait longuement travaillée, un problème qui, selon lui, démontrerait l'étendue des connaissances des meilleurs chercheurs de la discipline. Ce problème mathématique était réputé pour sa difficulté extrême, et il n'avait encore jamais été résolu par un être humain. Il écrivit alors l'énigme au tableau, l'énoncé devenant une série de chiffres et de variables indéchiffrables. Ses yeux brillaient d'un éclat particulier, un mélange de défi et de plaisir, tandis qu'il observait la confusion commencer à envahir les spectateurs. Les murmures commencèrent à circuler parmi les chercheurs, certains échangeant des idées et d'autres griffonnant sur leurs carnets. Mais tous semblaient trouver la tâche insurmontable. Le professeur se leva, attendit un moment et annonça avec un certain cynisme « Ce problème est au-delà de ce que vous imaginez. Peut-être que, dans quelques décennies, quelqu'un pourra le résoudre. » Les minutes passèrent, et l'atmosphère se chargeait de tension. Les experts continuaient de se tourner en rond, tentant de démêler l'entrelac de formules et de théories. Le professeur Dubois, toujours un peu amusé par leur manque d'avancée, les observait d'un regard un peu moqueur. Il se préparait à déclarer la fin du défi, s'attendant à ce qu'un membre de l'auditoire admette son échec. Mais alors, un léger bruit se fit entendre dans la salle. C'était la petite fille qui, d'un pas calme, leva la main pour demander à intervenir. Le professeur, tout d'abord un peu perplexe, sourit de façon condescendante. Il s'attendait à ce qu'elle pose une question naïve, mais il était loin de se douter de ce qui allait suivre. Dans l'esprit de Dubois, la solution semblait être une montagne inaccessible, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu curieux de voir ce qu'une enfant de 8 ans pourrait proposer face à une énigme aussi complexe. Lorsque la petite fille se leva et se dirigea vers le tableau, une onde d'étonnement parcourut la salle. Les chercheurs échangèrent des regards perplexes, et plusieurs d'entre eux se laissèrent aller à un léger rire, presque nerveux. Que pouvait bien savoir une enfant de 8 ans sur des concepts aussi complexes? La situation semblait presque irréelle. Les experts, qui consacraient leur vie à la résolution de problèmes mathématiques, regardaient la scène avec une mixture d'amusement et de doute. Le professeur Dubois, bien que quelque peu amusé par cette intrusion inattendue, fit un signe de tête, encourageant la fille à poser sa question. Il pensait que sa tentative serait un moment divertissant, mais rapidement sans conséquence.
Après tout, aucun enfant ne pourrait comprendre les subtilités du problème qu'il venait de poser. Le sourire en coin du professeur se transforma en un petit rictus de curiosité, se demandant si elle allait dire quelque chose d'incongru. À la vue des réactions des adultes autour d'elle, la petite fille ne montra aucun signe d'hésitation. Elle se contenta de regarder le tableau avec un calme impressionnant, comme si la réponse était tout simplement évidente pour elle. Elle saisit la craie, hésitant un instant, puis commença à écrire. Les murmures autour d'elle se transformèrent en rires étouffés. Un chuchotement se répandit, elle ne sait pas de quoi elle parle. Ce n'est qu'un jeu pour elle, qu'a-t-elle à perdre? Ces commentaires discrets n'arrêtaient pas la petite fille. Au contraire, elle semblait plus concentrée que jamais. Peu à peu, le murmure de la salle se calma. Tous les regards étaient désormais fixés sur elle. Ce qui semblait être un moment de dérision pour les adultes commença à se transformer en un véritable spectacle de curiosité. Que allait-elle faire? Le professeur et les participants attendaient, peut-être dans l'espoir qu'elle abandonne. Mais il y avait quelque chose d'inattendu dans l'air, la certitude tranquille de cet enfant qui, malgré le ridicule apparent, semblait prête à défier l'impossible. La salle entière était plongée dans un silence curieux. La petite fille, debout devant le tableau, ne semblait pas perturbée par les rires ni les regards sceptiques qui fusaient autour d'elle. Avec une concentration impressionnante pour son âge, elle traça des équations sur le tableau, ses mouvements à la fois gracieux et déterminés. Les chercheurs, toujours inconscients de ce qui allait se passer, continuaient de discuter entre eux à voix basse. Mais leur attention était désormais attirée par cet enfant dont l'intuition semblait défier les règles des mathématiques. Le professeur Dubois observait la scène avec une expression qui oscillait entre amusement et agacement. Elle est peut-être brillante dans d'autres domaines, pensait-il, mais dans ce genre de problème, il faut des années d'études pour espérer trouver la solution. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de remarquer que ses mouvements étaient étrangement assurés, comme si elle comprenait le problème d'une manière qu'il n'avait même pas envisagée. Il se demandait si la petite fille faisait simplement des gestes aléatoires ou si, réellement, elle avait sa propre méthode de réflexion. À mesure qu'elle écrivait sur le tableau, un étrange silence s'installa. Même les chercheurs les plus sceptiques commencèrent à murmurer entre eux. Un membre du public chuchota. Comment est-ce possible? Elle ne devrait pas comprendre tout ça. Mais la petite fille continua de résoudre l'équation avec une aisance déconcertante, expliquant à voix basse ses étapes, mais à peine audibles. Les chiffres et les lettres s'alignaient devant ses yeux, et pour elle, tout semblait aussi naturel que de respirer. Lorsque le dernier symbole fut tracé, elle se tourna lentement vers le professeur Dubois, qui, à ce moment-là, commençait à se rendre compte que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Elle le regarda calmement, ses yeux remplis d'une sagesse tranquille, et attendit. Ce n'était pas un regard de défi, mais de simple certitude. L'audace de la jeune fille se manifestait dans sa confiance, et non dans une tentative de prouver quelque chose. Elle avait résolu l'énigme, et elle le savait. Lorsque la petite fille termina de résoudre l'énigme, un moment de silence lourd s'abattit sur la salle. Ce silence, d'abord curieux, se transforma rapidement en une forme d'incrédulité générale. Les chercheurs, qui n'avaient pas pu avancer d'un millimètre dans leur réflexion, observaient l'enfant avec un mélange d'étonnement et de confusion. Pourtant, au fond de la pièce, un petit groupe d'entre eux ne put s'empêcher de rire doucement. Mais ce n'était pas un rire de moquerie, c'était un rire nerveux, presque gêné. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui venait de se produire, comme si leurs esprits refusant d'accepter ce qu'ils étaient en train de voir. Le professeur Dubois, en particulier, était partagé entre l'irritation et la fascination. Il était un expert respecté dans son domaine, et jamais il n'aurait imaginé qu'un enfant, aussi brillant soit-il, puisse le défier ainsi. Cependant, au fond de lui, un doute s'insinuait. Et si la solution qu'elle avait proposée avait réellement du sens? Mais cela ne faisait aucun sens. Une enfant ne pouvait pas posséder une telle profondeur de compréhension. Il resta figé un instant, réfléchissant à la possibilité que ce qu'il voyait ne fût pas simplement un acte de chance, mais un véritable exploit intellectuel. Les rires se dissipèrent peu à peu, remplacés par un murmure d'hésitation. Certains des chercheurs les plus âgés échangèrent des regards perplexes, tandis que d'autres griffonnaient frénétiquement sur leur carnet, comme s'ils cherchaient à comprendre ce qui s'était passé. La petite fille, quant à elle, ne semblait pas du tout perturbée par les rires. Elle attendait patiemment, les yeux fixés sur le professeur, comme si cela faisait partie d'un scénario qu'elle avait déjà imaginé. Elle savait que ce moment viendrait. Alors que l'atmosphère dans la salle devenait plus tendue, le professeur Dubois prit une profonde inspiration. Il savait qu'il allait devoir remettre en question sa propre expertise et accepter qu'il y avait peut-être plus de choses à apprendre de cet enfant que de ses collègues universitaires. Il tourna alors son regard vers le tableau et, lentement, commença à analyser la solution qu'elle avait donnée,
son esprit se réveillant à l'idée qu'il pourrait bien avoir sous-estimé la véritable profondeur de l'intellect humain. L'énigme que le professeur Dubois avait posée n'était pas seulement un problème de mathématiques ordinaires. C'était une question complexe qui impliquait des concepts avancés en algèbre et en théorie des nombres, des domaines où même les chercheurs les plus aguerris peinaient à percer les mystères. Le problème se présentait sous forme de systèmes d'équations non linéaires, reliés par des variables compliquées qui demandaient une approche innovante pour être résolus. Les experts avaient commencé à analyser chaque facette du problème, mais malgré leurs efforts, aucune solution n'émergeait. Le professeur, avec son expérience et ses années de recherche, avait conçu cet énigma pour tester les capacités intellectuelles de ses pairs. La difficulté de la question ne résidait pas dans sa formulation, mais dans la manière dont les chercheurs étaient contraints de penser hors des sentiers battus pour parvenir à une solution. Ce genre de problème n'était pas seulement une question de calcul, mais un test de logique pure et de créativité mathématique. Mais à ce moment-là, tout semblait au-dessus des capacités des participants. La solution paraissait inatteignable. Il était clair que la petite fille n'avait pas abordé le problème de la manière traditionnelle, et c'est ce qui rendait sa réponse si intrigante. Alors que les universitaires s'étaient concentrés sur des méthodes éprouvées, elle avait su regarder le problème sous un angle inédit. Une intuition pure, non contaminée par les principes rigides des méthodes académiques. Le public, qui avait d'abord ri, se retrouva désormais face à une vérité surprenante. Cette petite fille possédait une approche révolutionnaire des mathématiques, une approche qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. En analysant l'énigme avec une approche différente, elle avait découvert une simplicité cachée dans le problème. Une simplicité qui semblait évidente seulement pour ceux qui osaient voir au-delà des complexités superficielles. C'était là la magie de la mathématique pure. Parfois, la solution n'est pas dans les calculs interminables, mais dans l'acceptation de l'idée que la simplicité est souvent la clé de la résolution. Alors que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue, la petite fille leva doucement la main, rompant le silence qui s'était installé dans la salle. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers elle. Ce geste, si simple, semblait à la fois humble et audacieux. À cet instant, aucune personne dans la salle ne s'attendait à ce qu'elle fasse autre chose que poser une question innocente. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont elle se tenait là, une certaine tranquillité d'esprit qui la distinguait des autres. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, elle savait que ce qu'elle allait dire ou faire allait perturber l'équilibre de la situation. Le professeur Dubois la regarda, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Que va-t-elle dire ? Pensa-t-il en lui-même, prêt à sourire poliment mais à refuser gentiment toute tentative de participation. Il s'attendait à une question qui, comme tant d'autres avant elle, n'aurait pas eu de véritable impact sur la résolution du problème. Mais au lieu de cela, la petite fille se leva, sa voix claire et calme résonnant dans la salle. « J'aimerais essayer de résoudre ce problème. » Elle ne semblait pas gênée, ni effrayée par la complexité de l'énigme, mais plutôt motivée par un désir évident de comprendre. Un silence complet s'abattit sur la pièce. Certains des chercheurs les plus expérimentés échangèrent des regards incrédules, alors qu'un léger murmure circulait parmi le public. « Est-ce une blague ? Cela ne va-t-elle pas embarrasser tout le monde ? Peut-elle vraiment comprendre ce problème ?» Les murmures étaient remplis de scepticisme et de curiosité, mais il y avait aussi une forme de respect latent dans les regards. Aucun des experts présents n'osait dire quoi que ce soit. La petite fille, sans même attendre une réponse du professeur, s'avança vers le tableau. C'était un moment suspendu, où le temps semblait ralentir. L'auditoire tout entier attendait, et même le professeur Dubois se sentit un peu mal à l'aise. Il avait vu des étudiants, des chercheurs, échouer devant des problèmes similaires. Mais cette petite fille ne semblait pas effrayée par l'enjeu. Elle se préparait à affronter la question de manière directe, comme si elle avait l'intuition que la solution ne se trouvait pas dans la complexité, mais dans une pensée claire et simple. Le défi était désormais entre ses mains. Alors que la petite fille se dirigeait vers le tableau, les regards des académiciens se croisèrent. Certains étaient amusés par la situation, d'autres perplexes, et quelques-uns déjà irrités par ce qu'ils considéraient comme une intrusion dans un domaine qu'ils maîtrisaient depuis des années. Le professeur Dubois, lui, se sentait d'abord un peu déstabilisé. Bien qu'il n'ait pas montré de signes évidents de nervosité, il ne pouvait s'empêcher de se demander si la solution allait vraiment surgir de cet enfant. Il se répétait intérieurement que les mathématiques n'étaient pas un terrain de jeu pour les enfants. Une énigme aussi complexe exigeait des années d'études, des années d'expérience. Il doit y avoir une explication, pensait-il, il doit y avoir une erreur quelque part. Les chercheurs les plus âgés, bien qu'ils aient été intrigués par le calme de la petite fille, se sentaient mal à l'aise. Un jeune chercheur murmura à son collègue « C'est insensé. Elle n'a même pas l'âge de comprendre ce genre de concept. » Mais les murmures, au fur et à mesure que la petite fille commençait à écrire ses solutions, se firent plus discrets. Elle, cependant,
ne semblait pas du tout perturbé par les regards sceptiques. Au contraire, son calme apparent semblait enfoncer une graine de doute dans les esprits des plus confiants. La manière dont elle abordait le problème, avec une simplicité déconcertante, les forçait à se remettre en question. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa résolution, les mathématiciens se rendaient compte qu'ils avaient sous-estimé sa capacité à comprendre. L'approche de la jeune fille était si différente de la leur, si étrange, qu'elle les obligeait à revoir leur propre méthode de réflexion. Elle ne s'était pas enfermée dans les contraintes des théories existantes. Elle avait vu ce qu'ils n'avaient pas vu. Mais ils ne voulaient pas l'admettre. Cela ne peut pas être possible, pensa un professeur plus âgé. Elle a sûrement fait une erreur, c'est un coup de chance. Pourtant, la petite fille ne montrait aucun signe de doute. Elle poursuivait son raisonnement avec une fluidité déconcertante. Les murmures dans la salle s'intensifièrent alors, mais cette fois-ci, ils étaient différents. Certains chercheurs commencèrent à échanger des commentaires plus respectueux, moins moqueurs, tandis que d'autres, plus concentrés, essayaient de suivre ce qu'elle écrivait sur le tableau. Le scepticisme n'avait pas totalement disparu, mais une petite graine de respect commençait à germer chez certains d'entre eux. La petite fille avait, sans le savoir, défié l'un des principes fondamentaux de l'académisme, la notion selon laquelle seule l'expérience et les années de travail pouvaient amener à la solution d'un problème complexe. Le professeur Dubois, bien qu'il soit en proie à une certaine curiosité croissante, n'avait toujours pas abandonné son scepticisme. Pour lui, ce qui se passait devant lui était inconcevable. Une enfant, qui n'avait même pas encore l'âge de fréquenter un lycée, s'aventurait dans un terrain académique réservé aux plus grands experts. C'était irréaliste. Elle va se tromper, il suffit de lui donner un peu de temps, pensa-t-il en lui-même, presque en se convainquant. Et c'est précisément ce qu'il attendait. Il se leva du pupitre et s'avança vers le tableau, tout en lançant un petit sourire sarcastique. « Eh bien, petite, voyons ce que tu as trouvé », dit-il d'un ton qui se voulait encourageant, mais qui trahissait une pointe de condescendance. « S'il te plaît, explique ta méthode. » C'était là une invitation déguisée à l'humiliation. Le professeur s'attendait à ce qu'elle fasse une erreur, ou pire encore, qu'elle ne puisse pas expliquer son raisonnement. Dans les deux cas, il pourrait se permettre de la corriger et de montrer au public que les enfants ne peuvent pas comprendre des concepts aussi complexes. La petite fille, cependant, ne se laissa pas intimider. Elle tourna lentement la tête vers lui, son regard calme et posé. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle expliqua avec précision chaque étape de sa réflexion. D'abord, il faut isoler les variables principales, commença-t-elle, traçant soigneusement des lignes et des chiffres sur le tableau. Le professeur, qui s'attendait à une réponse hésitante, observa la clarté de son raisonnement. Il essaya de cacher son étonnement, mais la vérité commençait à se faire jour. Ses paroles, bien que simples, étaient d'une profondeur qui ne pouvait être ignorée. « Mais comment est-ce possible » pensa-t-il intérieurement. « Elle parle comme une mathématicienne expérimentée. » Les murmures dans la salle se multiplièrent alors que les chercheurs, curieux mais sceptiques, commençaient à se pencher davantage sur ce qu'elle disait. Le professeur Dubois, bien qu'il fût encore dans le déni, ne pouvait ignorer l'ampleur de ce qui se passait. Un autre chercheur murmura à son voisin. Elle explique cela avec une simplicité impressionnante. Mais comment? Malgré la certitude dans sa voix, la petite fille n'avait pas encore terminé. Elle continua à avancer dans son raisonnement, avec une assurance qui déstabilisait de plus en plus le professeur. La première tentative du professeur de se moquer d'elle semblait maintenant dérisoire. Son sourire, qui avait été celui d'un homme sûr de lui, s'effaça lentement, tandis qu'il se rendait compte que quelque chose de profondément inhabituel était en train de se produire. À mesure que la petite fille expliquait son raisonnement avec une simplicité déconcertante, l'attention de l'auditoire se renforça. Certains chercheurs, pourtant les plus respectés dans leur domaine, commencèrent à échanger des regards nerveux. Au début, il avait observé avec amusement, pensant que cet enfant allait bientôt abandonner et montrer son ignorance. Mais plus elle expliquait sa solution, plus ses regards se transformaient en doutes croissants. Était-ce réellement possible? Les équations qu'elle dessinait sur le tableau semblaient cohérentes, les étapes de son raisonnement parfaitement logiques. Le professeur Dubois, qui était à l'origine d'un scepticisme palpable, se trouvait désormais déstabilisé. Il fronça les sourcils, fixant la petite fille avec une attention qu'il n'avait pas accordée à ses collègues pendant des années. La précision de ses gestes, l'aisance avec laquelle elle manipulait les concepts mathématiques avancés, le forçaient à reconsidérer tout ce qu'il savait sur les capacités intellectuelles des enfants. Elle ne peut pas comprendre ce que j'ai conçu. C'est une erreur. Une erreur qui doit être corrigée, se répétait-il mentalement. Cependant, la certitude dans les yeux de la petite fille commençait à affecter les autres membres du public. Les murmures de moquerie qui avaient commencé en arrière-plan se firent plus silencieux, puis disparurent complètement.
Un chercheur se leva et se pencha plus près du tableau, comme s'il voulait examiner de plus près la solution que la jeune fille proposait. Il ne pouvait pas comprendre comment une enfant pouvait résoudre ce problème sans avoir recours aux méthodes complexes qu'ils utilisaient. Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose que nous avons manqué ? Pensa-t-il en analysant les chiffres. Le professeur Dubois, qui avait suivi la résolution avec attention, tenta de maintenir son autorité. « Je suis curieux de savoir comment vous allez conclure, » dit-il, essayant de cacher la nervosité qui commençait à l'envahir. Mais il était clair que même lui commençait à douter de sa propre certitude. La jeune fille continuait à expliquer, sans se précipiter, avec une précision et une confiance qui mettaient en évidence l'écart entre la méthode académique et la manière plus intuitive de penser qu'elle semblait incarner. Les regards des académiciens devinrent de plus en plus hésitants. Certains avaient déjà cessé de remettre en question la petite fille. D'autres, cependant, restaient réticents à admettre qu'il pourrait avoir été battu par une enfant. Il n'était pas facile de faire face à une telle remise en question de l'intellect traditionnel, mais le professeur Dubois savait que cette solution pourrait bien marquer un tournant dans sa manière de concevoir les mathématiques. La petite fille, en traçant avec soin chaque ligne et chaque symbole sur le tableau, semblait plongée dans une sorte de méditation silencieuse. Elle n'avait pas l'air pressée de finir, et ce calme étrange contrastait fortement avec l'agitation croissante dans la salle. Tandis que le professeur Dubois et les autres chercheurs fixaient son travail avec une attention renouvelée, la jeune fille avançait méthodiquement, chaque mouvement de craie révélant une nouvelle étape logique de son raisonnement. L'observation de cet enfant ne se limitait pas simplement à reproduire des calculs. Elle semblait étudier le problème sous un angle que personne n'avait envisagé. Chaque détail qu'elle dessinait sur le tableau avait une signification profonde. Les chercheurs, qui avaient longtemps été des experts dans leur domaine respectif, se retrouvaient devant un enfant dont l'intuition semblait leur échapper. À chaque mouvement de craie, à chaque explication, ils se sentaient de plus en plus comme des observateurs étrangers devant un phénomène qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni reproduire. Le professeur Dubois, quant à lui, était stupéfait par la précision de l'observation de la petite fille. Il avait observé des centaines d'étudiants et de chercheurs résoudre des problèmes complexes au fil des années, mais il n'avait jamais vu quelqu'un aborder une énigme de cette manière. Chaque geste de la petite fille semblait rempli de sens, de logique pure, comme si elle avait une vision intime des structures mathématiques qu'il passait sa vie à explorer. Sa capacité à saisir les détails, à interpréter les relations subtiles entre les chiffres et les formules, le déstabilisait. Ce que les chercheurs avaient vu comme un problème complexe devenait soudainement un défi banal aux yeux de la petite fille. Elle semblait n'avoir besoin que de regarder la structure du problème une fraction de seconde pour en comprendre les tenants et aboutissants. Les autres membres de l'auditoire, même ceux qui étaient encore hésitants, commençaient à réaliser que la simplicité avec laquelle elle résolvait l'énigme n'était pas le fruit de la chance, mais d'une capacité profonde à percevoir des vérités cachées sous des couches de complexité apparente. La petite fille ne se contentait pas de résoudre l'énigme. Elle en dévoilait les principes fondamentaux avec une aisance qui semblait défier les lois de la logique académique. Pour la première fois depuis le début de la conférence, un sentiment de remise en question envahit les chercheurs. Peut-être que, tout ce temps, ils avaient été enfermés dans une vision étroite de la connaissance, oubliant que la véritable intelligence réside parfois dans la capacité de voir les choses sous un angle totalement neuf. À mesure que la petite fille terminait son raisonnement, l'atmosphère dans la salle se chargeait d'une tension palpable. Ses gestes étaient plus assurés à chaque étape, mais l'incertitude régnait toujours parmi les chercheurs. Le professeur Dubois, qui observait ces explications avec une attention croissante, ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il y avait quelque chose de profondément surprenant dans la simplicité de la solution. Ce qu'elle proposait n'était pas un enchevêtrement d'équations complexes, mais une approche épurée, presque élégante. C'était comme si elle avait délibérément évité les chemins tortueux que tout le monde avait empruntés, et s'était concentrée sur l'essentiel. Les chercheurs, qui s'étaient accrochés aux méthodes traditionnelles et aux théories qu'ils avaient apprises au fil des années, commencèrent à se rendre compte que la solution n'était pas seulement dans le calcul. La petite fille semblait avoir résolu l'énigme en remettant en question l'idée même de ce qui était nécessaire pour y parvenir. Ce n'était pas une question de plus de travail ou de plus de calcul. C'était une question de voir les choses autrement. En un instant, un sentiment de révélation envahit l'auditoire. L'enfant avait trouvé la solution en se concentrant sur la structure fondamentale du problème, plutôt que sur ses apparences complexes. Le professeur Dubois, lui, ne pouvait pas détourner les yeux. Ce qu'il voyait sur le tableau était d'une simplicité déconcertante. Une solution qu'il n'aurait jamais envisagée. Une réponse qui semblait évidente une fois que la petite fille l'avait montrée, mais qui avait échappé à tous les autres pendant des heures. Chaque étape de sa résolution était comme un éclair de compréhension dans l'obscurité, une illumination qu'il avait négligée à cause de son propre biais intellectuel. En fin de compte, c'était une vérité que lui et ses collègues avaient oubliée.
Parfois, la solution est aussi simple que de prendre un moment pour regarder de manière totalement nouvelle. Comment ai-je pu ne pas voir cela? Se demanda le professeur, se sentant à la fois frustré et émerveillé. L'enfant, sans prétention, sans ego, avait simplement montré un autre chemin. Un chemin que personne n'avait pris parce qu'ils étaient trop concentrés sur les détails. Et maintenant, tout le monde dans la salle voyait la solution avec la même clarté qu'elle. Le professeur était abasourdi par la pureté de la réponse. C'était une rédemption pour la simple idée que, parfois, les plus grandes découvertes viennent des regards les plus innocents. Ce fut un moment de silence intense, comme si l'univers mathématique lui-même s'était arrêté pour observer cette révélation. Les murmures de la salle se transformèrent en un respect profond, une reconnaissance silencieuse que la petite fille venait de faire ce que personne n'avait pu accomplir. Et en un instant, tout ce qui avait semblé compliqué devenait évident. L'énigme n'était pas résolue grâce à des calculs compliqués, mais grâce à un regard différent sur la simplicité. La salle entière était en suspens, captivée par la solution de la petite fille. Ce qui semblait être une montagne insurmontable de chiffres et de formules s'était transformé en une vallée de simplicité. La réponse, pourtant si complexe en apparence, était en réalité d'une clarté saisissante. Les chercheurs, qui avaient passé des heures à se débattre avec l'énigme, se rendirent soudainement compte qu'ils avaient perdu de vue l'essentiel. Le problème n'était pas dans la complexité des équations, mais dans leur capacité à voir au-delà du brouillard mathématique. Le professeur Dubois, qui se tenait en retrait, observa la scène en silence. Il n'avait pas encore trouvé la réponse, mais il comprenait maintenant que la solution était beaucoup plus simple qu'il ne l'avait imaginé. La petite fille avait déconstruit l'énigme d'une manière inattendue, en revenant à la base, en se concentrant sur les éléments fondamentaux du problème. Elle avait évité les détours inutiles et les calculs superflus, et c'était cette capacité à simplifier, à épurer les idées complexes, qui avait fait toute la différence. Il réalisa que l'une des leçons les plus précieuses que les mathématiques pouvaient offrir n'était pas la recherche incessante de solutions complexes, mais la capacité de trouver de la beauté dans la simplicité. En fait, c'était là une leçon qu'il avait négligée tout au long de sa carrière. Trop souvent, les chercheurs se perdaient dans les détails et les abstractions, oubliant que les grandes vérités étaient souvent les plus simples. La jeune fille avait trouvé cette simplicité en un instant, comme si elle avait touché une vérité universelle que les autres n'avaient pas vue. Alors que le professeur commençait à remettre en question ses propres méthodes et à se poser des questions sur sa carrière, il se sentit profondément respectueux envers la petite fille. Elle n'était pas seulement une prodige des mathématiques, elle incarnait quelque chose de plus grand. L'idée que l'intelligence ne réside pas seulement dans la quantité de connaissances, mais dans la capacité à les voir sous un angle nouveau, à les appréhender avec une fraîcheur d'esprit qui dépasse les limitations de l'expérience. Le professeur Dubois, qui était resté silencieux pendant toute la démonstration de la petite fille, prit un moment pour digérer ce qu'il venait de voir. Ses pensées étaient un tourbillon d'émotions contradictoires. Il avait commencé la journée en tant qu'homme sûr de lui, le maître du savoir, celui qui avait défini les règles du jeu intellectuel. Mais maintenant, face à cet enfant, il se sentait déstabilisé, presque vulnérable. Il avait eu l'impression, pendant un instant, que sa réputation et son autorité s'étaient étiolées, comme si elles étaient devenues insignifiantes face à l'évidence de la solution de la petite fille. Il ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Comment ai-je pu passer à côté de cela? Pourquoi n'ai-je pas vu cette simplicité avant? Il se rendait compte qu'il avait été trop enfermé dans ses propres méthodes, trop attaché au système de pensée traditionnel qui lui avait été enseigné pendant des années. Et maintenant, face à cet enfant, il comprenait que la vraie beauté des mathématiques ne résidait pas dans la complexité et l'élitisme, mais dans la capacité à voir la vérité sous des angles différents, à aller au-delà de la surface des choses. Le professeur, qui jusque-là avait été un modèle de confiance et d'autorité, sentit une vague de respect immense pour la petite fille. Il s'approcha lentement d'elle, ses mains légèrement tremblantes, et lui tendit la main. C'était un geste de reconnaissance, de gratitude, mais aussi de remise en question personnelle. Il n'avait pas encore entièrement accepté l'idée que la solution venait d'une enfant, mais il savait au fond de lui que ce qu'il venait de vivre allait changer sa manière de voir le monde. Les chercheurs autour de lui étaient dans un état similaire de confusion et d'admiration. Certains avaient baissé les yeux, incapables de soutenir le regard de l'enfant qui, en quelques minutes, leur avait fait comprendre quelque chose d'indicible. D'autres avaient commencé à chuchoter entre eux, fascinés par l'exploit intellectuel qu'il venait de témoigner. La petite fille n'avait pas seulement résolu un problème. Elle avait bousculé l'ordre établi et montré à tous que l'intelligence ne se mesurait pas en années d'études, mais en la capacité à percevoir ce qui était déjà là, de manière simple et pure. Le professeur Dubois, après avoir tendu la main à la petite fille, se recula lentement, son esprit en pleine effervescence. Il était loin d'être un homme du genre à être facilement perturbé, mais cette situation avait brisé sa confiance en lui de manière inattendue. Il se tenait là, sous les projecteurs de l'auditoire,
avec une prise de conscience douloureuse. Il avait été confronté à un défi auquel il n'avait pas pu répondre, et la solution était venue d'une enfant de 8 ans. Ses certitudes sur la manière dont les choses fonctionnaient étaient mises à mal. Le monde qu'il avait connu, celui où la connaissance était réservée aux élites et aux experts, venait de s'effondrer. Les autres chercheurs présents étaient dans un état d'agitation similaire. La surprise laissait place à la perplexité, et de plus en plus de voix s'élevaient parmi le public, certains chuchotant des mots d'admiration, d'autres encore tentant de rationaliser ce qu'ils venaient de voir. Le professeur, bien qu'il se sente encore ébranlé, essaya de reprendre son rôle d'autorité, mais sa voix trahissait un certain flottement, une hésitation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Le monde intellectuel qu'il avait bâti sur des années d'études et de recherche ne semblait plus aussi solide. Comment pourrait-il, après tout cela, regarder la jeune génération de chercheurs et continuer à croire que les règles qu'il enseignait étaient immuables? À mesure que l'agitation montait, Dubois se retrouva confronté à une question qu'il n'avait pas anticipée. Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la science? Il s'était toujours vu comme une autorité, mais aujourd'hui, il se retrouvait dans une position qu'il n'avait jamais imaginée. Devait-il s'admettre que la rigidité de ses méthodes, aussi respectées fussent-elles, ne suffisait pas à expliquer les grandes découvertes? Le doute s'insinuait dans son esprit, et pour la première fois de sa carrière, il se demandait si son approche de l'éducation et de la recherche n'était pas justement la cause de son échec à voir la vérité, là, sous ses yeux. Un autre chercheur, observant la scène, murmura à son collègue. Il est clair que ce que nous pensions être de la rigueur intellectuelle n'était que la peur de l'inconnu. Cet enfant vient de nous montrer que nous avons négligé la simplicité. Ce commentaire, prononcé à voix basse, faisait écho à ce que plusieurs pensaient dans la salle. La petite fille n'avait pas simplement résolu un problème. Elle avait ébranlé les fondements même de leur vision du monde académique. L'agitation grandissait dans la salle. Les murmures se transformaient peu à peu en conversations à voix basse, et des regards furtifs étaient échangés entre les chercheurs. Certains étaient visiblement en train de lutter pour accepter la réalité de ce qui venait de se produire. D'autres, cependant, se sentaient gênés de ne pas avoir vu la solution eux-mêmes. Il y avait une tension palpable, car tous étaient confrontés à une vérité difficile à accepter. Une enfant de 8 ans venait de résoudre un problème mathématique que même les experts les plus aguerris avaient échoué à déchiffrer. Le professeur Dubois, après un silence pesant, se leva à nouveau. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Les académiciens autour de lui, tout comme lui, commençaient à prendre conscience que cette situation allait marquer un tournant dans leurs perceptions respectives. Le professeur, conscient de l'impact que cet événement allait avoir sur leur monde intellectuel, tenta de prendre la parole, mais il était visiblement hésitant. « Je pense qu'il est temps d'admettre que nous avons tous sous-estimé cette jeune prodige, » dit-il finalement, sa voix trahissant un mélange de respect et d'humilité. Ce n'était pas un simple coup de chance, ni une erreur. Ce qu'elle a montré ici est la preuve que l'intelligence ne se mesure pas uniquement à l'expérience ou à la connaissance académique. Elle a fait quelque chose que nous, en tant que chercheurs, avons échoué à faire. Elle a vu quelque chose que nous n'avons pas vu. Un autre chercheur, qui avait assisté à la conférence en tant que spectateur, prit la parole. Il faut être honnête, nous avons tous été pris dans nos propres méthodes, dans nos propres théories, et nous avons perdu de vue l'essentiel. Cette petite fille, elle, n'avait pas de préjugés. Elle a abordé le problème avec un regard neuf, une vision différente. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Les paroles de cet intervenant, prononcées avec sincérité, résonnèrent dans l'air. L'auditoire, un groupe composé de certains des esprits les plus brillants dans le domaine des mathématiques, commençait à comprendre que l'événement auquel ils assistaient était plus qu'un simple moment d'admiration pour une enfant prodige. C'était un défi à tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'apprentissage, la recherche et la manière dont la connaissance était censée être acquise. Le professeur Dubois, tout en écoutant les commentaires des autres chercheurs, commença à réaliser que cet enfant venait d'ouvrir une porte vers une nouvelle manière de penser, de remettre en question les règles et les méthodes qui, jusque-là, semblaient inaltérables. Et dans un élan d'humilité, il fit un geste qu'il n'aurait jamais envisagé quelques heures plus tôt. Il se tourna vers la petite fille et la remercia. « Merci, » dit-il simplement. « Vous nous avez montré ce que nous avons négligé de voir. Vous avez transformé notre manière de penser. » À mesure que la conférence avançait, l'ambiance dans la salle avait changé. Ce qui avait commencé comme un défi intellectuel s'était transformé en un moment de réflexion profonde pour les chercheurs présents. L'événement ne se limitait plus à la résolution d'une énigme mathématique. Il s'agissait désormais d'une remise en question fondamentale de la manière dont les mathématiques étaient perçues et enseignées. La petite fille, par sa simplicité et son regard neuf sur le problème, avait ouvert une porte vers une compréhension plus large des mathématiques, loin des abstractions complexes et des méthodes rigides. Le professeur Dubois, toujours marqué par la leçon qu'il venait de recevoir,
commença à voir les mathématiques sous un angle différent. Il avait passé sa carrière à enseigner que l'on devait tout déconstruire, étudier les équations sous tous les angles possibles et explorer des chemins qui semblaient interminables. Pourtant, la petite fille avait démontré qu'il était parfois possible de parvenir à la solution par une approche plus intuitive, plus directe. Son esprit, dépourvu des contraintes des années d'études, avait su apercevoir la solution avec une clarté déconcertante. Les autres chercheurs, tout en discutant entre eux, commençaient eux aussi à saisir la portée de ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient été formés à croire que les plus grandes découvertes se faisaient à travers la complexité et le raffinement. Mais ici, une enfant venait de leur prouver que la beauté des mathématiques résidait aussi dans sa simplicité, dans cette capacité à voir au-delà des couches superflues. Pour la première fois, les chercheurs réalisèrent qu'il était possible d'approcher les mathématiques d'une manière différente, en laissant de côté les règles établies et en osant voir les choses autrement. Certains d'entre eux commencèrent même à se demander si le système éducatif, qui valorisait avant tout les années de formation et l'accumulation de connaissances théoriques, ne devait pas évoluer. Peut-être qu'il était temps de redonner aux étudiants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, la possibilité de voir les problèmes à travers leur propre prisme, sans se sentir contraints par des méthodes préconçues. L'intuition et la créativité pouvaient-elles être aussi importantes que la rigueur mathématique? C'était une question qui allait désormais hanter les esprits des chercheurs présents. Le professeur Dubois se tourna de nouveau vers la petite fille, la regardant d'un regard empreint d'admiration. Il n'avait jamais imaginé qu'un enfant pourrait un jour le faire douter de ses principes, mais aujourd'hui, cette jeune prodige avait renversé toutes ses certitudes. Il savait qu'il sortirait de cette conférence avec un regard complètement transformé sur ce que signifie réellement comprendre les mathématiques. Alors que les minutes passaient et que l'excitation dans la salle se dissipait, un profond sentiment de remise en question s'était installé parmi les chercheurs. Ce qui semblait d'abord être un défi à l'autorité du professeur Dubois était en réalité devenu un moment de réflexion sur les fondements mêmes de l'éducation et de la recherche scientifique. La petite fille, sans le savoir, avait ouvert une brèche dans l'institution académique, montrant que les méthodes traditionnelles, aussi respectées fussent-elles, n'étaient pas les seules voies vers la vérité. Les chercheurs les plus expérimentés commencèrent à discuter de ce qu'ils avaient vécu. L'un d'eux, un mathématicien de renom, exprima haut et fort ce qui flottait dans l'esprit de tous. Peut-être que nous nous sommes trop concentrés sur les règles et les processus, sans nous rappeler qu'il existe d'autres façons d'arriver à une solution. Cette jeune fille nous a montré qu'une approche plus simple, plus intuitive, pouvait être tout aussi puissante. Il n'était pas facile de remettre en cause des années d'enseignement et de pratique, mais la réalité de ce qu'ils venaient de vivre les forçait à reconsidérer les fondements de leur discipline. Le professeur Dubois, bien que réticent à admettre que son approche avait été remise en question, sentait au fond de lui que la jeune fille avait raison. Il se souvenait de ses propres débuts en tant que chercheur, quand il avait abordé les mathématiques avec une curiosité et une excitation qu'il n'avait pas ressenties depuis longtemps. L'âge et l'expérience l'avaient amené à privilégier des méthodes rigides, des théories éprouvées, mais il était maintenant évident que l'intuition et la curiosité avaient été au cœur de sa passion pour les mathématiques dans sa jeunesse. Aujourd'hui, la petite fille lui avait rappelé cette vérité fondamentale. Alors que les chercheurs commençaient à échanger des idées sur la manière dont la méthode scientifique pourrait évoluer, ils comprirent que ce qu'ils avaient vu ici, aujourd'hui, était bien plus qu'une simple résolution d'énigmes. C'était un message puissant. L'intelligence ne réside pas seulement dans l'accumulation de connaissances complexes, mais aussi dans la capacité à voir les choses sous un angle neuf, à ne pas avoir peur de remettre en question les systèmes établis. C'était un message qui avait le potentiel de transformer la manière dont les mathématiques étaient enseignées, et même la manière dont elles étaient perçues. Le professeur Dubois, pensif, regardait la petite fille et se rendait compte qu'il lui devait bien plus que la simple reconnaissance d'un talent exceptionnel. Elle avait, en fait, réaffirmé la beauté des mathématiques, leur capacité à simplifier les choses, à trouver des réponses simples dans un monde apparemment complexe. Il ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres vérités simples avaient été ignorées, enfouies sous des couches de théorie et de calcul, simplement parce que les chercheurs n'avaient pas osé voir au-delà de ce qu'ils pensaient savoir. À mesure que le débat sur les méthodes traditionnelles continuait parmi les chercheurs, une vérité cachée commença à émerger de manière plus claire dans les esprits. La petite fille, avec son approche rafraîchissante et sans artifice, avait démontré que l'essence des mathématiques ne résidait pas seulement dans la complexité des théories, mais dans la capacité à saisir les relations fondamentales qui sous-tendent tous les problèmes. C'était là la beauté des mathématiques. Une discipline qui, au fond, visait à comprendre l'ordre du monde de manière simple et logique, plutôt qu'à s'enliser dans des détails et des abstractions infinies. Le professeur Dubois, qui avait d'abord été résistant à l'idée qu'une enfant puisse apporter une telle révélation, commença à percevoir ce qu'il avait négligé pendant des années. Il avait toujours cru que les grandes découvertes étaient réservées aux esprits adultes, aux chercheurs expérimentés qui savaient comment aborder la complexité. Mais la jeune fille venait de lui prouver que la véritable compréhension des mathématiques ne passait pas nécessairement par l'accumulation de connaissances techniques,
mais par la capacité à voir les choses simplement, sans préjugés ni contraintes. Les chercheurs présents commencèrent à revoir leur propre rapport aux mathématiques. Peut-être qu'ils avaient été trop absorbés par leur propre succès et leurs découvertes pour se rendre compte que la véritable magie résidait dans cette capacité à simplifier, à regarder les problèmes sous un autre angle. C'était cette simplicité qui était au cœur de toutes les grandes découvertes, cette capacité à décomposer des phénomènes apparemment complexes en éléments de base facilement compréhensibles. La petite fille, sans le savoir, leur avait montré que la solution n'était pas toujours dans la complexité des idées, mais dans leur capacité à être rendue accessible à tous. Un autre chercheur, un peu plus âgé, se leva et exprima à voix haute ce que tout le monde commençait à comprendre. Nous avons été aveuglés par la complexité, et nous avons oublié la simplicité qui fait la force des mathématiques. Peut-être que, pour avancer, nous devons non seulement enseigner les théories complexes, mais aussi encourager les esprits à retrouver cette simplicité fondamentale. C'est ainsi que nous pourrons vraiment ouvrir la porte à l'innovation. Le professeur Dubois hocha lentement la tête, reconnaissant que ce qu'il venait de vivre ne changerait pas seulement sa manière d'enseigner, mais aussi la façon dont il aborderait la recherche à l'avenir. Il se rendait compte que cette jeune prodige n'avait pas seulement résolu une énigme. Elle avait changé le paradigme de la manière dont les mathématiques étaient vues et apprises. Et, d'une certaine manière, cela marquait le début d'une nouvelle ère dans l'éducation et la pratique des sciences. Alors que la conférence touchait à sa fin, un sentiment de révolution silencieuse envahissait lentement la salle. La petite fille, avec sa simplicité et son audace, était devenue bien plus qu'une simple résolutrice d'énigmes. Elle était devenue un symbole d'une nouvelle génération qui abordait les défis intellectuels d'une manière inédite, sans être prisonnière des conventions et des méthodes établies. Son regard frais, dépourvu des filtres et des jugements imposés par l'expérience, avait permis de redéfinir ce que signifiait réellement comprendre. Le professeur Dubois, qui avait commencé cette journée avec une certitude inébranlable quant à son expertise, se retrouvait désormais à réévaluer tout ce qu'il pensait savoir. En observant la petite fille, il ne pouvait s'empêcher de penser que, peut-être, les générations futures apporteraient des approches totalement différentes des sciences. Peut-être que l'avenir de la recherche et de l'éducation ne résidait pas seulement dans l'accumulation des connaissances traditionnelles, mais dans une ouverture à des formes de pensée nouvelles, plus créatives et intuitives. Les autres chercheurs, bien qu'encore sous le choc de ce qu'ils venaient de vivre, commencèrent à sentir que ce moment était le début d'un changement profond dans leur manière de penser. La petite fille, par son audace et sa façon de repenser la question, incarnait cette capacité à briser les barrières de la pensée traditionnelle. Elle montrait au monde qu'il n'y a pas de limite à l'âge ni à l'expérience pour apporter des idées nouvelles. Son esprit, sans contrainte ni préjugés, était la preuve que parfois, la réponse la plus brillante vient de ceux qui n'ont pas encore été formatés par le système. Il devint évident que la petite fille avait laissé une marque indélébile dans l'esprit de chacun de ceux qui étaient présents. Ses actions, silencieuses mais puissantes, avaient forcé tous les participants à se remettre en question, à abandonner certaines certitudes. En elle se trouvait le symbole de cette nouvelle époque, où l'innovation ne se mesurait plus seulement à l'expertise, mais à la capacité de penser différemment, d'oser explorer des pistes inattendues. Le professeur Dubois, qui autrefois aurait rejeté une telle idée, se rendait maintenant compte que ce n'était pas une simple coïncidence. La petite fille, avec sa simplicité presque naïve, avait vu ce que les autres n'avaient pas vu, la vérité cachée dans la simplicité. Elle était un exemple éclatant de ce que pourrait devenir l'avenir des sciences. Ce qui semblait être un acte de défi à l'autorité académique s'était transformé en une révélation, un message que la recherche ne devrait pas se limiter à un dogme, mais à une quête constante d'idées nouvelles et de perspectives fraîches. Alors que les derniers échos de la conférence se dissipaient et que les participants commençaient à se lever pour quitter la salle, un sentiment de profonde réflexion flottait dans l'air. L'impact de ce moment, aussi inattendu qu'il fût, résonnerait longtemps dans les esprits de ceux qui avaient assisté à cette rencontre. Les chercheurs, les professeurs et même les étudiants qui étaient présents avaient tous été témoins d'une vérité qui les avait secoués, et chacun d'entre eux portait en lui une part de cette révélation. Le professeur Dubois, qui était resté silencieux un moment, se rendait compte que ce qu'il venait de vivre ne changerait pas seulement sa manière d'enseigner, mais aussi sa manière de penser. Il savait qu'il ne pourrait plus jamais regarder les mathématiques de la même manière. Ce qui avait commencé comme un simple défi intellectuel était devenu une remise en question fondamentale de l'approche traditionnelle des sciences. La petite fille, par son esprit pur et sa capacité à voir les choses sous un angle nouveau, avait ouvert une porte vers un avenir différent, un avenir où la créativité et l'intuition seraient des éléments tout aussi importants que la rigueur et l'expérience. L'auditoire, tout aussi transformé, ne pouvait s'empêcher de discuter entre eux, de se poser des questions. De nombreux chercheurs commençaient à reconsidérer la manière dont ils abordaient leurs propres travaux. Peut-être avaient-ils été trop ancrés dans des méthodes qui ne laissaient aucune place à la spontanéité ou à l'improvisation.
Peut-être étaient-ils devenus trop dépendants de leurs connaissances pour comprendre que la véritable innovation vient souvent de la capacité à remettre en question ce que l'on croit savoir. Certains des plus jeunes chercheurs, qui avaient observé la scène avec admiration, se sentaient inspirés. Ils étaient excités par l'idée que les générations futures puissent aborder les sciences d'une manière aussi libre et débridée, sans les contraintes des conventions établies. La petite fille, en quelques minutes, avait redéfini ce que cela signifiait être un scientifique. Ce n'était pas une question de savoir combien de livres on avait lus ou combien de théories on maîtrisait, mais de savoir voir au-delà des évidences, de repenser les problèmes de manière radicalement nouvelle. Le professeur Dubois, alors qu'il se préparait à quitter la salle, s'arrêta un instant. Il se tourna vers la jeune prodige et la remercia silencieusement, reconnaissant l'importance de ce qu'il venait d'apprendre. C'était un moment de transition, à la fois pour lui et pour tout le domaine des mathématiques. L'avenir, désormais, semblait plus vaste, plus prometteur. Et tout cela grâce à une simple enfant qui avait su voir ce que les autres avaient négligé. La petite fille, sans le savoir, avait semé les graines d'une révolution dans le monde des mathématiques. Ce qui avait semblé être une simple démonstration d'intelligence brillante était en réalité un tournant dans la manière dont la science et l'éducation seraient abordées à l'avenir. Les chercheurs, les enseignants, et même les étudiants commençaient à envisager les mathématiques sous un jour nouveau, plus ouvert, plus créatif. Ils se demandaient comment cette expérience pourrait transformer les pratiques pédagogiques et scientifiques des années à venir. Le professeur Dubois, bien qu'il ait été le premier à avoir été touché par ce moment, n'était plus seul dans sa réflexion. Peu à peu, l'ensemble de l'auditoire prenait conscience que l'approche académique traditionnelle, qui valorisait surtout l'expérience et les connaissances théoriques, n'était pas la seule manière d'aborder les problèmes complexes. Les chercheurs plus jeunes, motivés par l'exemple de la petite fille, cherchaient à comprendre comment une approche plus intuitive pourrait être intégrée dans leur propre travail. Ils commençaient à rêver d'un système éducatif qui cultiverait non seulement la rigueur, mais aussi la curiosité spontanée et la capacité à penser autrement. Les premières discussions qui avaient émergé dans la salle, sur la manière de réformer les méthodes de recherche et d'enseignement, se poursuivirent dans les jours suivants, dans les couloirs des universités et au sein des départements scientifiques. Les principes fondamentaux des mathématiques ne changeraient pas, mais la manière dont on les enseignait et la manière dont on encourageait les jeunes esprits à s'aventurer dans ce domaine seraient probablement transformées. Cette petite fille avait apporté une nouvelle perspective, une vision audacieuse qui redonnait espoir à ceux qui croyaient que la créativité n'avait pas sa place dans des domaines aussi stricts. Le professeur Dubois, tout en réfléchissant à ce qu'il allait faire de cette révélation, savait que ses méthodes de travail allaient changer. Il commencerait à encourager ses étudiants à penser différemment, à ne pas être intimidés par les complexités des équations, mais à chercher la beauté dans la simplicité. Peut-être que la vraie science ne résidait pas dans les calculs interminables, mais dans cette capacité à remettre en question ce qui semblait être acquis, à revoir les problèmes sous un angle totalement nouveau. La petite fille avait montré que la réponse se trouvait souvent dans la simplicité des idées, dans la capacité de les voir d'une manière que les méthodes traditionnelles ne permettaient pas toujours d'appréhender. Cette transformation, aussi subtile fût-elle, marquait le début d'une nouvelle ère. L'avenir des mathématiques, et des sciences en général, pourrait bien ne pas résider uniquement dans l'accumulation de connaissances, mais aussi dans la manière de penser différemment. Les esprits les plus brillants n'étaient pas ceux qui suivaient aveuglément les règles, mais ceux qui osaient les défier et voir le monde sous un angle inattendu. Et la petite fille venait de leur montrer la voie. Au fil des jours qui suivirent l'événement, le professeur Dubois se retrouva souvent plongé dans ses réflexions. Le choc initial de la résolution de l'énigme par la petite fille s'était dissipé, mais il restait une question persistante qui le hantait. Comment avais-je pu ne pas voir cela? La simplicité de la solution semblait maintenant évidente, mais dans le feu de l'action, il n'avait pas réussi à l'identifier. Plus il y réfléchissait, plus il comprenait qu'il avait été piégé par ses propres méthodes, ses propres certitudes. Au cours de sa carrière, Dubois avait toujours cru que la complexité était la voie vers la vérité, qu'une bonne solution était toujours un enchevêtrement de théorie et de calcul. Mais l'énigme résolue par la petite fille l'avait fait réfléchir profondément sur cette idée. Peut-être que, dans son insistance à se conformer aux règles académiques, il avait négligé une vérité plus profonde et plus simple. Ce n'était pas l'expertise ou l'expérience qui menait toujours à la solution, mais parfois l'innocence de l'approche, une vision dénuée de préjugés. Il se remémorait son propre parcours, son entrée à l'université, ses premiers pas dans la recherche, l'émerveillement qu'il ressentait lorsqu'il résolvait un problème complexe pour la première fois. Ce sentiment d'accomplissement, cette sensation de découvrir quelque chose de nouveau, de briser une frontière invisible. Mais à mesure que les années passaient, cette excitation s'était dissipée. La rigueur, les méthodes éprouvées, étaient devenues sa deuxième nature. Peut-être que, dans ce processus, il avait perdu cette capacité à voir les choses avec des yeux neufs, à redécouvrir la beauté des idées simples.
Le professeur Dubois se rendait compte que, bien qu'il ait consacré sa vie à l'étude des mathématiques, il n'avait pas encore tout appris. Et il y avait une humilité nouvelle en lui, une reconnaissance que la connaissance n'était pas seulement un terrain réservé aux anciens sages, mais aussi un domaine ouvert à ceux qui avaient le courage de regarder les choses autrement, sans la lourdeur de la tradition. La petite fille avait été, sans le savoir, un guide qui lui avait montré la voie de la simplicité et de la créativité. Au fond de lui, il savait que ses cours, ses recherches, et même ses interactions avec ses étudiants, seraient désormais teintés de cette nouvelle perspective. Il ne pourrait plus jamais voir les mathématiques comme il les voyait autrefois. Les équations, les théorèmes, les démonstrations. Ils seraient toujours là, bien sûr, mais la quête de la simplicité et de la compréhension intuitive occuperait désormais une place plus importante dans sa vision du monde académique. La conférence de Harvard, initialement vue comme un simple événement académique, devint rapidement le centre d'une réflexion bien plus profonde et bien plus large que ce que ses organisateurs avaient prévu. Les discussions sur la jeune prodige se répandirent au-delà des murs de l'université, captivant les médias, les étudiants et même des chercheurs dans d'autres domaines scientifiques. Ce qui avait été perçu au départ comme une simple démonstration d'intelligence enfantine se transformait maintenant en un symbole puissant de l'évolution des mentalités dans le monde académique. Les chercheurs qui avaient assisté à la conférence, bien qu'ils aient d'abord été déstabilisés par la simplicité apparente de la solution apportée par la petite fille, commencèrent à partager leurs réflexions et leurs remises en question dans leur cercle professionnel. Les anciens modèles de l'intellectuel, celui de l'expert qui accumule les savoirs complexes au fil des années, étaient en train de se fissurer. On commença à parler de l'importance de la créativité et de l'intuition dans les domaines académiques, de la nécessité de ne pas uniquement se concentrer sur des théories de plus en plus complexes, mais d'accepter et de cultiver des idées qui semblaient naïves ou incongrues au premier abord. À l'extérieur du monde académique, les réactions étaient tout aussi fascinantes. Les étudiants se sentirent inspirés, non pas seulement par la solution brillante de la petite fille, mais par son audace à défier les attentes. Les jeunes esprits se rendirent compte qu'il était possible de repenser les règles, d'aborder les problèmes sous un angle différent et d'apporter des réponses nouvelles sans se sentir limité par l'autorité des experts. Un vent de changement soufflait sur le monde éducatif, et les écoles, les universités et les institutions scientifiques commencèrent à envisager des réformes qui encourageraient une approche plus ouverte et plus créative de l'apprentissage. Les médias, toujours à l'affût de récits captivants, commencèrent à parler de la révélation de la petite fille, la qualifiant de prodige, mais aussi de symbole de la jeunesse intellectuelle moderne qui brisait les frontières imposées par les générations précédentes. Des articles, des interviews et des reportages furent publiés, alimentant un débat national sur la manière dont l'éducation devait évoluer face à ces nouvelles découvertes et à la croissance de l'intelligence collective. La petite fille, sans en être consciente, avait mis en lumière un fossé entre les anciennes et les nouvelles façons de penser. Elle était devenue le visage d'un renouveau intellectuel. Le professeur Dubois, en réfléchissant à l'ampleur de cette transformation, comprenait que les mathématiques, et peut-être même toutes les sciences, allaient changer. Il ne s'agissait plus de simplement accumuler des savoirs, mais de favoriser un environnement où la curiosité, la simplicité et l'innovation pourraient prospérer. Ce qui avait commencé comme un défi intellectuel se transformait en une révolution culturelle dans la manière dont les connaissances étaient partagées et enseignées. Au fur et à mesure que la nouvelle de l'incident de Harvard se répandait dans le monde entier, une vague d'intérêt grandissant émergeait à l'échelle internationale. Les universitaires, les éducateurs et les étudiants des quatre coins du monde commencèrent à discuter des implications profondes de ce qui s'était passé. Ce qui avait débuté comme une simple résolution de problèmes par une enfant était devenu un mouvement mondial, un appel à repenser l'éducation et la manière dont les découvertes sont abordées dans les sciences. Des conférences, des forums et des symposiums furent organisés, réunissant des penseurs de diverses disciplines pour discuter des nouvelles approches de l'enseignement et de la recherche. Des pays du monde entier, des États-Unis à l'Europe, en passant par l'Asie et l'Afrique, commencèrent à intégrer dans leurs programmes éducatifs des éléments qui valorisaient la créativité, l'intuition et la pensée critique, au-delà des seuls savoirs académiques. Des écoles expérimentales furent créées, inspirées par la révélation de la petite fille, où les élèves étaient encouragés à remettre en question les règles et à rechercher des solutions innovantes à des problèmes complexes. Les universités, quant à elles, commencèrent à repenser leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement. Les chercheurs se réunirent pour explorer de nouvelles voies d'apprentissage, où l'accent n'était pas mis uniquement sur les connaissances théoriques, mais aussi sur le développement de la pensée originale et créative. Le modèle académique, traditionnellement fondé sur une hiérarchie stricte du savoir, était désormais défié. Des pédagogues prônaient l'importance d'intégrer des approches plus flexibles et interconnectées, où les jeunes esprits étaient encouragés à trouver leurs propres réponses, plutôt que de simplement suivre des instructions imposées. Dans les écoles et les institutions éducatives, un vent de changement soufflait. Les enfants, inspirés par l'histoire de la petite fille,
commençaient à comprendre qu'ils n'étaient pas simplement des réceptacles passifs de savoirs imposés, mais des créateurs actifs de nouvelles idées. Les enseignants, eux, se sentaient appelés à se réinventer, à se libérer des méthodes d'enseignement anciennes et à expérimenter de nouvelles façons d'engager leurs élèves. Le monde de l'éducation, qui semblait figé dans un modèle d'apprentissage standardisé, devenait plus fluide et adaptable, prêt à accueillir de nouvelles formes de pensée. Le professeur Dubois, désormais témoin de l'ampleur de cette révolution éducative, se rendait compte que ce qu'il avait vécu n'était pas un simple événement isolé. La petite fille avait provoqué un changement profond dans la manière dont le monde abordait la connaissance. Elle était devenue un symbole d'un mouvement plus vaste, celui de l'intelligence ouverte, de la pensée critique et de la liberté académique. En quelques minutes, elle avait fait naître une nouvelle ère pour l'éducation et la science. À mesure que le phénomène de la petite fille se répandait à travers le monde, il devenait clair que ce moment marquerait un tournant dans l'histoire de l'éducation. Des milliers d'enseignants, de chercheurs et d'éducateurs prenaient désormais conscience de l'impact qu'une simple révélation pouvait avoir sur l'ensemble d'un système éducatif. L'histoire de la petite fille qui avait résolu un problème mathématique apparemment insoluble en un clin d'œil n'était plus un événement isolé. Elle avait été le catalyseur d'une vague d'inspiration qui, peu à peu, se transformait en un mouvement de réforme. Dans les écoles du monde entier, des enseignants commencèrent à intégrer des approches pédagogiques innovantes, inspirées par l'exemple de la jeune prodige. L'objectif n'était plus uniquement de transmettre des connaissances, mais de cultiver des esprits curieux, capables de voir au-delà des réponses toutes faites et de s'aventurer dans la recherche de solutions inattendues. Les élèves étaient encouragés à remettre en question, à explorer, à ne pas avoir peur de faire des erreurs, mais surtout à faire confiance à leur propre intuition. En parallèle, des initiatives étaient lancées pour créer des plateformes d'échange internationales entre chercheurs, enseignants et étudiants. Ces forums de discussion favorisaient la collaboration mondiale, où des idées nouvelles pouvaient être partagées et affinées, sans se soumettre aux contraintes des méthodes éducatives traditionnelles. Les conférences internationales qui naissaient de cet élan rassemblaient des personnes de toute culture, de toute discipline, et les sujets abordés allaient bien au-delà des mathématiques. Ce n'était plus seulement une question de résoudre des problèmes complexes, mais de réinventer la manière dont le savoir devait être transmis et appliqué dans le monde moderne. Le professeur Dubois, qui avait été témoin de cette révolution intellectuelle, commença à recevoir des invitations pour participer à des panels et des séminaires dans des institutions à travers le monde. Il était désormais un ambassadeur de ce nouveau paradigme, même s'il savait qu'il n'en était pas le créateur. Le vrai mérite revenait à cette petite fille, qui, par sa simplicité, avait ouvert les yeux du monde sur une nouvelle voie à explorer. Dubois, dans ses interventions, soulignait la nécessité de permettre aux jeunes esprits de s'exprimer librement, sans être entravés par des structures rigides. Il prônait une approche de l'éducation qui valorisait l'innovation et la créativité, tout en reconnaissant l'importance de la rigueur scientifique. Dans de nombreux pays, les réformes éducatives qui en découlaient commencèrent à être mises en place. On ne se contentait plus de préparer les étudiants à réussir des examens. On les préparait à penser, à explorer et à comprendre. L'histoire de la petite fille, désormais iconique, faisait partie des récits inspirants qu'on racontait à chaque nouvelle génération d'élèves. Elle représentait un modèle d'intelligence pure et non conditionnée, un exemple de ce que l'on pouvait accomplir lorsque l'on laissait libre cours à la curiosité et à l'imagination. Au fil des mois qui suivirent la conférence, la petite fille devint un véritable modèle de pensée innovante pour les jeunes esprits du monde entier. Dans les écoles, son nom était souvent mentionné en tant qu'exemple de curiosité intellectuelle et de défi aux conventions. Son histoire était racontée dans des livres, des articles, des émissions de télévision et des documentaires, illustrant la manière dont un esprit jeune et créatif pouvait bouleverser les attentes et apporter des réponses révolutionnaires là où les adultes et les experts avaient échoué. Ce n'était pas seulement sa capacité à résoudre un problème complexe, mais la manière dont elle avait abordé l'énigme avec une simplicité déconcertante qui captivait. Les enseignants commencèrent à utiliser son histoire pour encourager les élèves à poser des questions, à ne pas se contenter des réponses immédiates, mais à explorer plus loin, à questionner les évidences et à chercher des solutions inédites. Les jeunes enfants, souvent vus comme étant encore en pleine construction intellectuelle, étaient désormais invités à croire en leur capacité à résoudre des problèmes majeurs. La petite fille devenait l'incarnation de l'idée que l'intelligence n'a pas d'âge, et que la recherche de la vérité n'est pas uniquement le domaine des experts. La manière dont elle avait abordé le problème de façon totalement intuitive, sans être influencée par des idées préconçues, devint un modèle pour les jeunes chercheurs. Elle montrait que la véritable innovation n'était pas simplement dans l'accumulation de connaissances, mais dans la capacité à penser différemment, à repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. La pensée innovante n'était pas un don réservé à quelques-uns, mais un pouvoir que chaque enfant possédait potentiellement en lui et qui ne demandait qu'à être libéré. Dans les universités, des cours furent créés pour enseigner aux étudiants comment cultiver cette forme de pensée.
On parlait désormais de « pensée créative » dans le cadre des études scientifiques, une approche qui ne rejetait pas la rigueur académique, mais qui l'associait à une plus grande ouverture d'esprit, à une plus grande flexibilité dans la manière de résoudre les problèmes. Les anciennes méthodes rigides, où chaque étudiant devait suivre une voie tracée, commencèrent à céder la place à des approches plus participatives, où l'erreur était acceptée comme une étape essentielle dans le processus de découverte. La petite fille, désormais largement reconnue, n'était plus seulement un symbole de potentiel intellectuel. Elle était devenue le visage d'un changement profond dans la manière dont le monde concevait l'intelligence, la créativité et l'innovation. Elle avait prouvé à tous que la véritable grandeur n'était pas dans l'académisme ou l'expérience seule, mais dans la capacité à regarder le monde avec des yeux neufs, à ne pas avoir peur de remettre en question l'inconnu et à découvrir, dans ce qui semblait simple, les vérités les plus profondes. La transformation suscitée par l'histoire de la petite fille ne se limita pas à un simple changement de perspective. Elle marqua le début d'une vaste réflexion collective sur les méthodes d'enseignement et la façon dont la connaissance était transmise. Les universités, les écoles et même les institutions gouvernementales commencèrent à réexaminer les fondements de leurs systèmes éducatifs. La recherche et l'enseignement n'étaient plus seulement vus comme des processus où l'accent était mis sur la mémorisation de concepts et la rigueur des calculs, mais comme un dialogue vivant entre l'étudiant et la matière, une exploration continue et créative des idées. Les responsables éducatifs des différents pays commencèrent à organiser des tables rondes, des ateliers et des conférences internationales pour partager leurs expériences et réfléchir à la manière de promouvoir cette nouvelle approche dans leur système scolaire. La pensée critique, l'intuition et la créativité furent placées au cœur des programmes. Les enseignants furent invités à repenser leurs méthodes pédagogiques. Plutôt que de simplement enseigner des connaissances, ils furent encouragés à inspirer les élèves à poser des questions, à s'engager dans une réflexion active et à résoudre des problèmes par leurs propres moyens. Les classes traditionnelles, avec leur hiérarchie stricte entre l'enseignant et l'élève, commencèrent à se transformer en espaces de collaboration où les élèves n'étaient plus seulement des récepteurs passifs de savoir, mais des participants actifs dans la création du savoir. Les examens rigides et les contrôles de connaissances standardisés furent progressivement remplacés par des évaluations plus flexibles, qui cherchaient à mesurer la capacité des étudiants à réfléchir de manière créative, à résoudre des problèmes complexes et à collaborer avec leurs pairs. Dans le monde des sciences, les chercheurs commencèrent à se poser des questions similaires. L'exemple de la petite fille leur montra qu'il n'était pas nécessaire de suivre des règles établies pour être un grand scientifique. L'innovation ne venait pas seulement de l'accumulation de savoir et de la maîtrise des méthodes classiques, mais de la volonté d'aller au-delà de ce qui était déjà connu. La science devint un terrain plus fluide, plus ouvert, où la créativité était encouragée autant que la rigueur. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple résolution d'énigmes par une enfant de 8 ans se transforma en un catalyseur pour une refonte complète des systèmes éducatifs à travers le monde. Les générations futures allaient apprendre à repenser ce qui était possible, à regarder au-delà des évidences et à embrasser l'incertitude comme une opportunité de croissance. Au fur et à mesure que les mois passaient, la petite fille, qui était devenue une figure emblématique du changement dans le monde académique, commença à recevoir des invitations pour partager son expérience et ses idées. De prestigieuses universités et des institutions éducatives à travers le monde voulaient entendre son point de vue sur la façon dont elle avait abordé le problème mathématique. Son histoire, d'abord vue comme un simple acte de génie, était désormais perçue comme un manifeste pour une nouvelle vision de l'éducation et de l'intelligence. Un jour, lors d'une conférence internationale sur l'éducation, elle fut invitée à prendre la parole devant un public composé de ministres de l'éducation, de chercheurs et d'éducateurs du monde entier. Lorsqu'elle monta sur scène, une attention totale se porta sur elle. Mais contrairement aux experts qui avaient pris la parole avant elle, la petite fille ne se contenta pas de réciter des théories ou des démonstrations. Elle parla de ce qui lui semblait simple, la curiosité, l'émerveillement face à l'inconnu et l'importance de croire en ses propres capacités, même lorsque tout semble impossible. Ces paroles résonnèrent profondément dans l'auditoire. « Nous avons tous la capacité de trouver des solutions nouvelles », disait-elle. Parfois, il suffit d'un peu de curiosité et d'audace pour regarder les choses différemment. Le monde est plein de problèmes complexes, mais il est aussi plein de solutions simples. Et ces solutions, souvent, sont à portée de main si nous osions penser autrement. Le professeur Dubois, qui se trouvait dans le public ce jour-là, assista à son discours avec une admiration silencieuse. Il comprit que ce n'était pas seulement la capacité de résoudre des énigmes mathématiques qui avait fait la grandeur de la petite fille, mais sa façon de penser et d'approcher le monde. Elle avait, sans le savoir, redéfini les règles du jeu académique. Elle n'avait pas seulement montré une nouvelle manière de résoudre des problèmes, mais aussi une nouvelle manière de voir la connaissance. À la fin de la conférence, alors qu'elle recevait des applaudissements enthousiastes, Dubois se sentit profondément touché. Il se rendait compte que ce qu'il avait appris, ce qu'il avait vécu à travers cet événement,
était bien plus qu'un simple moment de reconnaissance pour une jeune prodige. C'était le début d'une nouvelle ère dans la manière dont la société aborderait l'éducation et la recherche. Une ère où l'intuition, la simplicité et la créativité seraient enfin reconnues comme des éléments essentiels à la découverte et à l'innovation. Ainsi, la petite fille, par son acte de bravoure intellectuelle, était devenue le symbole d'un nouveau commencement. Le commencement d'un monde académique où chaque esprit, qu'il soit jeune ou âgé, pouvait participer à la grande aventure du savoir, à sa manière, sans les chaînes des attentes préétablies.